pratiquer, mais en fait, c'est des exemples que j'ai beaucoup répétés, là, donc vous avez bien entendu, on va faire ça un peu plus vite, là, ça devrait être assez simple. On vous donne 3 situations, c'est toujours les 3 mêmes que j'ai donné en exemple. Donc, pour chacune des situations, on veut que vous nous indiquiez quelle hormone le pancréas va faire. Vous avez une chance sur 2, glucagon, insuline. Puis, vous me parlez des phénomènes chimiques, métaboliques, donc lipolyse, etc. Si tu joues au soccer, donc normalement, est-ce que le glucagon, est-ce que ça n'a aucun rapport en fait, est-ce que le pancréas va faire de l'insuline ou du glucagon? OK? Donc, si tu fais du sport, là, peut-être ça te mélange, mais c'est toujours la même question. Qu'est-ce que je vous disais tantôt? Tu me dis, est-ce que je fais des réserves ou j'utilise des réserves? Donc, quand tu fais un sport, on peut commencer comme ça dans ta tête, je vais l'écrire ici, mais c'est dans ta tête, là, tu te dis, ben, je fais pas de réserve, j'ai besoin d'énergie pour courir, puis frapper le ballon, donc j'utilise les réserves. Donc, déjà, ça va t'aider. Si tu utilises les réserves, tu vas faire quoi? De la lipolyse ou de la lipogenèse? Alors, si tu utilises tes réserves, c'est pourquoi? C'est pour remonter ta glycémie. Quand tu fais du sport, ton taux de glucose va être faible parce que tu l'as utilisé pour bouger. Donc, ton objectif, c'est de remonter ton glucose sanguin. C'est pour ça que tu utilises tes réserves. Hein? Ça peut être dans ta tête, mais c'est le même qu'il faut le réfléchir. Donc, si j'utilise mes réserves, on va faire quoi? Ben, le pancréas va faire du glucagon. Et le glucagon va dire aux différents effecteurs, le foie, etc., de faire différents mécanismes. Donc, dans ce cas-ci, on va faire de la lipolyse. J'utilise mes réserves de graisse. Je vais faire de la glycogénolyse. Oups, j'ai mal écrit ici, c'est un Y. Glyco, hein, G-L-Y, glycogénolyse. Donc, j'utilise mes réserves de glycogène. Lipolyse, j'utilise mes réserves de graisse pour remonter mon taux de sucre, ma glycémie, et pouvoir fonctionner dans mon sport. Il m'en manque un. C'est quoi l'autre façon pour augmenter la glycémie? C'est de faire de la néoglucogenèse. Donc, je peux prendre des lipides, des protéines que je transforme en glucose. Mais en bout de ligne, je vais remonter ma glycémie. Ça, c'est vrai pour le sport. Puis, ça serait vrai aussi pour le numéro 2. C'est exactement la même chose. Un jeûne prolongé, vous ne mangez pas suffisamment ou des diètes sévères. Vous êtes en dessous de votre alimentation. Puis, j'ouvre une parenthèse. Jeûne, vous pensez tout le temps, c'est des personnes qui ne mangeront pas pendant 3 jours. Pas nécessairement. Ça peut être une personne, moi, je considère, exemple, les troubles alimentaires, des gens anorexiques, go-filles. Même chose, c'est pas qu'ils ne mangent pas, c'est qu'ils mangent insuffisant. L'apport énergétique est en dessous de la norme. Okay? Pour moi, tu tombes en état de jeûne. Donc, si tu manges 2 salades par jour, c'est insuffisant pour juste marcher et aller à ton travail. Donc, dans ce cas-ci, tu es comme en jeûne, tu es en sous-production d'ATP. Hein? Vous êtes en dessous de l'apport calorique. Donc, ça rentre là-dedans. Et les deux, ça va être la même réponse. Que tu as une dépense énergétique accrue, donc tu manques de glucose pour supporter le sport, ou tu manques de nutriments, donc tu manques d'éléments de glucose pour tes besoins énergétiques, c'est la même chose. Même réponse, glucagon, mes 3 phénomènes, on remonte la glycémie. OK? Donc ça va dans le même sens. Le dernier exemple, tu manges, tu viens de prendre un repas, bien évidemment, on va en sens inverse. Quand tu manges, la clé ici pour comprendre, c'est que tout est en excès, de trop de protéines, trop de graisse et trop de sucre, donc on va faire des réserves. Dans ce cas-ci, l'hormone clé, donc si tu viens de manger, ta glycémie augmente, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais la diminuer. Et ça, c'est dans ta tête pour réfléchir. Donc, je fais un peu ton mécanisme de cerveau avant de répondre. Et là, si tu sais qu'il faut baisser la glycémie, bien, je fais de l'insuline. Et l'insuline va dire quoi? Bien, elle va aller jouer sur le foie, les cellules du corps, les muscles, les cellules dispersées, les 4 effecteurs qu'on a vus tantôt. Et en gros, elle va dire, bien, fais de la glycogénolyse dans le foie et les muscles. Grave erreur. C'est complètement l'inverse. Donc, on reprend ça. Écrivez pas ça, je m'excuse. J'ai déparlé, là. Je fais des réserves. Donc, c'est quoi? De la glycogenèse. OK? Donc, évidemment, je vais répéter pour être sûr que je n'ai pas mélangé personne, là. L'insuline dit au foie, aux muscles, de faire de la glycogenèse. Donc, je prends du glucose que je transforme en glycogène et je fabrique des réserves de glycogène à court terme, des réserves d'énergie à court terme. Donc, mon glycogène va me permettre de diminuer la glycémie. Ça va être dans le foie et les muscles. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? L'insuline va aussi dire « fais de la lipogenèse ».
on fabrique des réserves de lipides, ce qui va contribuer à diminuer mon taux de sucre aussi, parce que je vais l'utiliser. On ne vous le demande pas ici, mais on pourrait dire également que, parce qu'on vous donne des mots à utiliser, lipolyse et tout ça, mais on augmente le transport du glucose dans l'ensemble des cellules aussi, comme on a vu tantôt. Donc, en fait, c'est exactement ce que je vous ai présenté tantôt, sous forme de schéma. Maintenant, si vous êtes capable de l'appliquer à ces 3 situations-là, vous êtes correct pour l'examen. Il n'y a pas beaucoup d'autres situations que je pourrais inventer. C'est toujours les 3 mêmes qui reviennent. Donc, assurez-vous que ça soit clair et que vous ne mêlez pas les 2, puis les 2-3 situations, vous allez être correct. Maintenant, avec tout ce que vous savez, on va parler un peu des maladies, donc des déséquilibres homéostatiques ou des pathologies qui sont liées à la glycémie. Et comme la plupart des troubles biologiques, en biomédical, c'est simple, il y a trop d'une affaire ou il n'y en a pas assez. Il y a une réponse biologique trop forte ou pas assez forte. Trop de sucre, pas assez de sucre. Trop de sel, pas assez de sel. Trop d'eau, pas assez d'eau. Trop de pression, pas assez de pression, etc. Donc, le glucose, pas compliqué, 2 maladies, 2 problèmes, 2 débalancements, de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie. Donc, le diabète, qu'on parlera tantôt, c'est évidemment des déséquilibres associés à une hyperglycémie. Je commence avec l'hypo. L'hypoglycémie, c'est quand même une situation relativement fréquente. Il y a des gens qui font de l'hypoglycémie sévère et chronique, ça c'est autre chose, mais ça se peut qu'on souffre tous d'hypoglycémie, là, on mange un peu moins, puis on fait un peu plus de dépenses énergétiques que prévu, puis là, on commence à avoir mal à la tête et tout. Mais généralement, ça se règle assez vite. Si vous n'avez pas de troubles endocriniens, il y a plein d'hormones, pas juste le glucagon, mais il y a bien d'autres hormones qui contribuent à remonter la glycémie. Donc, ça se règle assez vite. Le problème avec le diabète, c'est que si vous n'avez pas d'insuline, il n'y a pas d'autres hormones qui font l'effet de l'insuline dans le corps. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de maladie associée à un trouble de glucagon, en passant, c'est la culture, parce que je peux te dire déjà, je ne sais pas retenir, là, mais tu as de l'adrénaline, puis tu as des hormones thyroïdiennes, puis tu as des hormones de croissance, puis tu as du cortisol. Tu as plein d'autres hormones utilisées dans d'autres situations qui remontent la glycémie. L'insuline, c'est la seule qui est capable de la baisser. Donc, si vous n'avez plus d'insuline, il n'y a personne d'autre pour faire la job. C'est pour ça que souvent, on va avoir plus des troubles de diabète associés à un problème d'insuline que pas vraiment de troubles associés au glucagon ou plus rares. Maintenant, je reviens au problème d'hypoglycémie. Donc, comme je disais tantôt, souvent, on peut avoir des troubles d'hypoglycémie, mais on a des hormones qui vont régler ça assez vite, où on mange, puis rapidement, on prend un jus sucré, puis c'est fini, puis bon, ça va pour la plupart des gens. Mais il y a des gens qui ont des formes plus sévères. Donc, c'est quoi la définition de l'hypoglycémie? Généralement, aussitôt que tu es en bas de 4, puis quand tu tombes en bas de 3, là, on considère que c'est une hypoglycémie sévère, okay? Donc qui peut être plus dangereuse. Les causes possibles, souvent, c'est des troubles hormonaux. Tu ne produis pas assez de certaines hormones, pas assez de glucagon, des choses comme ça, ça se peut. Le foie, tu as une hépatite, un cancer du foie, une cirrhose, peu importe. Le foie ne fait plus le travail dans le métabolisme des glucides, donc ça arrive. Okay? Donc, si tu as un patient qui a des atteintes au foie, ça se peut qu'il y ait des troubles dans la gestion du glucose, à la hausse comme à la baisse, mais ça peut être des troubles. Certaines, c'est pas écrit ici, mais certaines drogues ou médicaments aussi peuvent interférer avec le métabolisme des glucides, troubles de rein parfois. Ce que vous allez voir beaucoup et fréquemment dans le cadre de votre travail, des exercices intenses et prolongés. Là, on a de plus en plus de jeunes gens qui s'entraînent beaucoup, qui font beaucoup de sport, puis qui suivent des diètes alimentaires sévères, puis des fois, il y a un déséquilibre entre les deux. On s'entraîne beaucoup trop pour ce qu'on mange. Okay? Et si on ne mange pas assez et on s'entraîne beaucoup, là, on tombe en hypoglycémie. Ça, c'est des conditions fréquentes, puis des fois, ça tombe à des cas d'hospitalisation. Et très, très fréquent, c'est les diabétiques. Puis ça vous surprend, mais je vous promets que vous allez en avoir dans votre entourage. Mais non, monsieur, le diabète, c'est une hyperglycémie, je comprends, mais c'est le dosage de l'insuline qui est compliqué. Des fois, on évalue mal. La personne est habituée que je prends tel repas, je me donne tant d'unités d'insuline, puis ça va. Mais parce qu'il est stressé, parce qu'il a moins bien absorbé la nourriture, parce qu'il a fait un peu plus de sport, parce qu'il est en croissance, donc là, il y a des pics d'hormones qui mélangent tout. Il peut y avoir plein de causes, mais une chose est certaine, c'est pas rare d'avoir quelqu'un qui calcule mal. Des fois, c'est juste je guesse, je vais manger une tarte au sucre, je me donne tant d'unités de plus. Ouais, mais t'en as trop donné, puis là, tu tombes en hypo. Parce que si tu t'injectes trop d'insuline, trop efficace, là, tu voulais passer ta glycémie de 10 à 5, tu tombes à 3 parce que tu t'es donné trop d'insuline. Ça, des problèmes de surdose, il y a des gens qui sont hospitalisés à chaque année pour ça. Donc ça, c'est des cas fréquents aussi. Donc, c'est un diabétique qui avait des troubles d'hyperglycémie, mais c'est tellement donné d'insuline, puis il a tellement mal évalué ses affaires, ou il y a eu d'autres problèmes, qui fait en sorte que, on tombe.
Donc, voilà pour les causes. Okay? Ça, c'est les causes que vous allez rencontrer. Je dirais que il y a d'autres causes, mais ça, avec ceux-là, vous faites le tour pas mal des principales causes de l'hypoglycémie. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est les symptômes qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Il y en a d'autres et tout, mais les symptômes classiques, et je veux que vous soyez capable de les expliquer un peu avec les notions de bio que vous avez appris dans mon cours. Tu sais, si je vous dis léthargie, là, ça, c'est comme une personne somnolente, là. OK? Donc, est un peu comme endormi, puis a de la misère à rester éveillé, puis est au ralenti, puis même sa diction, parfois, c'est pénible, puis elle n'est pas très, très réveillée, pas très, très active. Faiblesse musculaire, donc, moindre effort, c'est dur, puis c'est pénible, OK? Dans les cas sévères d'hypo, confus, M. Bergeron, donnez-moi votre adresse, il fait beau dehors, pas pantoute là, dit des niaiseries, mal à la tête, je suis étourdi, j'ai faim. Donc, des inconforts, là, ça va, mais c'est surtout les 3 premiers que je veux que, tu sais, il peut y avoir des nausées, puis tout ça, donc il y a plein de symptômes comme ça, là, qui relient à beaucoup de maladies, tu sais, des inconforts, tout ça. Mais les 3 ici, ça s'explique d'un point de vue très, très biologique. Puis, on dirait 3 symptômes différents, mais qui sont reliés, en fait, c'est une cause. Qui m'explique ça ici? Quand on réfléchit, là, comment ça se fait que ton patient, là, il a de la misère à la salle de bain, puis tu lui donnes une chaise roulante, puis il est confus, puis tu sais, vraiment, là, une hypoglycémie sévère, là, puis il est à moitié endormi, puis il n'est pas là. Il a de la misère à écouter les consignes que tu lui donnes. Ben, la réponse, ATP. Si tu es en hypo, est-ce que tu penses que tu as beaucoup ou pas beaucoup d'ATP? Mon ATP baisse. J'ai pas de glucose. Donc, si je diminue mon glucose, je diminue ma production énergétique. Hein? De l'ATP plus de l'oxygène, on a vu ça dans le système musculaire, va donner de l'énergie de l'ATP. Puis on a vu qu'il y avait comme 3 mécanismes dans les muscles, le produit de l'ATP. Donc, clairement, je n'ai pas les matériaux de départ. Donc, si je manque d'ATP au niveau des muscles, ben, ils ne se contractent pas. Donc, je ne peux pas les utiliser, j'ai une faiblesse. Manque d'ATP, ben, mes influx nerveux qui demandent de l'énergie au niveau du cerveau ne sont pas tous là. Fait que je suis confus. Il y a des influx qui devraient se faire entre 2 neurones, là, des influx dans un neurone, puis relâchement de neurotransmetteurs, ben, ça prend de l'énergie pour relâcher les neurotransmetteurs par exocytose, c'est du transport actif. Donc, ça se fait pas. Pas de neurotransmetteurs, pas d'influx. Donc, il y a des neurones qui sont pas stimulés. Donc, il y a des régions de mon cerveau qui fonctionnent moins bien. Léthargique, même chose, manque d'ATP, manque d'énergie. Tout ça, j'ai pas assez de glucose. On remonte la glycémie en mangeant avec une solution intraveineuse. Tu donnes un soluté à ton patient. Paf, par magie, tout ça va se régler. Simplement parce que la production d'ATP, d'énergie, va être rétablie. OK? Donc, si vous êtes à l'aise avec mes explications pour l'hypoglycémie, on est correct. Maintenant, je vois le déséquilibre opposé en hyperglycémie. Donc, généralement, c'est une maladie qu'on appelle le diabète, qui est le plus fréquent. Donc, il y a d'autres maladies qui peuvent causer de l'hyperglycémie. Hein. Faites très attention, pas parce que tu as une hyperglycémie que tu as le diabète. En fait, il y a plusieurs symptômes associés au diabète, puis plus que tu vas avoir ces symptômes-là, plus tu vas pouvoir diagnostiquer un diabète. Mais l'hyperglycémie, c'est un des 4-5 symptômes qui peut être associé au diabète. Donc, il faut faire attention. Évidemment, ici, c'est une façon très classique de vous illustrer le diabète. Là, on classe le diabète de type 1, de type 2. Je vous dirais que c'est correct pour mon cours. Puis c'est ça que je vous demande à l'examen. C'est ça qu'ils vont vous enseigner en soins. Puis c'est ça qu'on parle souvent à l'hôpital. Mais comme biologiste, ça m'achale un peu. Je trouve que c'est une grossière simplification. C'est une façon très classique, très historique. Anciennement pensé comme ça, mais je vous dirais que c'est... Je nuançais un petit peu d'ailleurs, là, c'est beaucoup moins clair que ça. L'année passée, je lisais des articles, puis il y a des chercheurs qui parlent de 5 puis 6 types de diabète différents. Déjà, la définition de type 1, type 2, ben, tu as des formes intermédiaires qui sont de plus en plus difficiles de mêler, de départager, pardon. Tu as des diabètes de grossesse, tu as des diabètes, des sous-diabètes, puis tout ça. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on va définir ici, mais c'est quand même la façon qu'on va faire pour respecter votre livre et ce qu'on va probablement vous enseigner en soins infirmiers éventuellement. Donc, type 1, type 2, dans les deux cas, les causes sont relativement différentes, mais peu importe la cause, en gros, le pancréas ne produit plus ou pas suffisamment d'insuline. Okay? Donc, ils ont ce point commun-là. Souvent, vous distinguez les deux diabètes. Bon, c'est différent, insulinodépendant, indépendant. Faire attention à ça aussi, parce que comme je vous disais, il y a plein de sous-classes et tout. Donc, on va y aller en généralité. Type 1, généralement, mais ça, je vais nuancer ça, là,
Généralement, historiquement, c'était des jeunes individus. Donc, si tu avais un enfant de 5-6 ans, un jeune de 15, 16, 17, OK, c'est souvent du type 1. Puis si tu as du diabète à 45, généralement, c'est du type 2. C'est moins coupé au couteau, mais historiquement, c'était comme ça qu'on classait. Il y a des fortes prédispositions génétiques pour le type 1. Oui, je suis d'accord, mais il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de prédisposition génétique pour le type 2. Même si ce n'est pas écrit, pour moi, c'est pas les mêmes gènes qui sont impliqués, mais c'est sûr que dans les deux cas, il y a des prédispositions génétiques. Puis on va se dire les vraies choses, il y a des prédispositions génétiques à peu près pour tout, hein, pour à peu près toutes les maladies. On peut être plus fragile au cancer, on peut être plus fragile à une allergie, tout ça, parce qu'on a des mutations, parfois, ou des formes de gènes qui nous prédisposent à. Donc ça, c'est vrai pour tout. Donc ça, déjà, ça m'achale un peu qu'on le mette juste avec le type 1. Là, c'est bien connu pour le type 2 aussi. Pancréas produit moins d'insuline dans le type 1 ou arrête sa production, c'est correct. Le mot-clé, c'est l'événement déclencheur. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs éléments, mais c'est souvent un jeune pancréas qui allait super bien. Puis le schéma classique, là, c'est mettons une infection, un certain virus ou bactérie qui va provoquer une réponse très forte au point de vue de la défense immunitaire. C'est souvent le cas des jeunes. Hein? On a un système immunitaire qui va réagir plus fort des fois que les personnes d'un certain âge. Et ça peut être bon, puis des fois, c'est moins bon. Ça peut se transformer en allergie ou en hyperréaction et des choses comme ça. Dans le cas du diabète de type 1, le problème, c'est que l'infection virale, on va développer une réponse immunitaire pour bloquer, par exemple, certains virus qui vont provoquer ça. Là. Donc, on attaque le virus, mais ça se développe en maladie auto-immunitaire. Ça veut dire que certains virus ou micro-organismes ont des protéines qui ressemblent à certaines protéines du pancréas ou des cellules bêta. Et ce qui va arriver, c'est que les anticorps, c'est des substances qui vous protègent, je ferai ça en micro un jour, va neutraliser le virus, mais ne fait plus la différence entre le pancréas et le virus. Donc, on va attaquer littéralement les cellules bêta du pancréas parce qu'ils ressemblent. C'est une erreur de reconnaissance. Fait que, mettons un virus quelconque, mettons on va l'appeler virus A, qui est très différent du pancréas, pas de trouble, on élimine le virus. Mais le virus B, qui ressemble un peu aux cellules bêta, justement, du pancréas, bien là, l'anticorps ne fait plus la différence. Et même s'il élimine l'infection virale, le diabète va se suivre dans les temps après l'infection, dans les semaines, les mois qui vont suivre, parce que, justement, on commence à cibler et à attaquer le pancréas. Donc, en fait, généralement, le type 1, c'est comme une maladie auto-immune, on pourrait dire parfois, là, c'est qu'il y a une super réaction du système immunitaire qui fait qu'on va attaquer notre pancréas. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres événements déclencheurs qui sont bien connus ou moins connus, mais ça, c'est l'exemple classique que vous allez voir assez souvent. Si je compare avec le type 2, on vous disait que c'est plus chez les adultes, les personnes d'un certain âge, OK? Parce que, mettons, en Amérique du Nord, les taux de diabète, j'inclus le Canada, les États-Unis comme le Canada, on a beaucoup, dû à notre mode de vie sédentaire, notre mode de vie riche en glucides et tout. Et c'est vrai qu'historiquement, 40, 50, 60, OK, on développe. Donc là, c'est pas une attaque virale puis une maladie auto-immune. C'est qu'à un moment donné, à force de pas bouger, de faire des réserves, puis de surmener le pancréas, parce qu'on est toujours en hyperglycémie, à un moment donné, les cellules bêta s'épuisent et la production d'insuline devient de moins en moins efficace et à un moment donné, ça arrête ou c'est pas assez. Donc ça, c'est un type 2, c'est le plus fréquent, en fait, statistiquement. Une personne de 85 ans, même si elle a mangé très bien toute sa vie, puis elle a fait du sport toute sa vie, elle a plus de chances, comme la plupart de ses cellules, qu'à un moment donné, ça fonctionne moins bien, puis on est au ralenti. Donc, c'est pour ça qu'on disait que le type 2, c'est souvent avec l'âge. Mais je vais nuancer parce que maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est une nouvelle génération. On a de plus en plus de jeunes de 12, 13, 14, 15 ans en Amérique du Nord qui ont des types 2. OK? Donc, c'est plus une preuve, là. Je vous dirais que dans les années 70-80, à 14 ans, tu avais le diabète, il y avait des mots juste de bonne chance que c'était du type 1. Maintenant, parce qu'on est devant les écrans, parce qu'on bouge moins, parce qu'on mange de plus en plus mal, ou peu importe, le pancréas, c'est déjà fini à 14-15 ans. Donc, c'est pour ça que je vous disais que la nuance est moins claire maintenant. Ça se peut-tu qu'à 50 ans, tu attrapes le même virus et que tu as une super réaction? Ça se peut aussi des types 1 plus âgés, même si c'est moins fréquent. Donc, il faut faire attention avec ça. Et c'est une façon un peu simplifiée parce qu'il y a un paquet d'autres raisons qui peut aussi conduire au diabète. Et j'aime bien le point ici, qui est très bien connu maintenant, en 2020, mais qu'on ne parle jamais dans vos cours. Puis je veux vous faire réfléchir, justement, puis ça va vous faire réfléchir ces notions de récepteurs et tout.
Moi, je vous dirais qu'à partir des années 80, puis ça a pris beaucoup d'essor dans les années 90, il y a beaucoup d'articles et beaucoup de chercheurs qui ont commencé à étudier un nouveau phénomène, en tout cas, il a peut-être toujours été là, mais il était moins connu, en fait, là, c'est plus un trouble de pancréas, c'est un trouble de récepteur. Et on parle de pancréas ou de cellules résistantes à l'insuline. OK? Donc, ton pancréas fonctionne, ici, il fait de l'insuline. Alors, contrairement au type 1 ou au type 2, ici, on le met dans le type 2 parce que, bon, c'est un problème, mais c'est comme je vous disais, on pourrait faire un 3e type, ou un 4e, ou un 5e, il y a plein de causes comme ça. Et ici, c'est que les cellules cibles résistent à l'insuline. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le récepteur à la surface des cellules cibles, il est muté. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il ne reconnaît pas l'insuline. Il n'y a plus la bonne forme 3D. Par exemple, l'insuline, une forme triangulaire, mon récepteur est carré, ça ne marche pas. On s'est rendu compte qu'il y a des fortes prédispositions génétiques qui font que le récepteur peut avoir un défaut, donc déjà à partir de la naissance ou peu importe. Mais ce qui est assez fascinant, depuis au moins 30 ans, on sait qu'à un moment donné, à force de manger du glucose, à force de s'injecter de l'insuline, à force d'avoir toujours de l'insuline dans le tapis, en des concentrations élevées, que ce soit par injection naturelle, à un moment donné, on dirait que les cellules, là, par un mécanisme qu'on comprend comme mal, se fatiguent, puis ça favorise les mutations au niveau du récepteur par des moyens qu'on ne sait pas trop encore. Mais une chose est sûre, si ton récepteur est muté, ben c'est ça. Donc, ça amène un diabète aussi. Et juste pour vous faire réfléchir et s'amuser, moi, d'un certain point de vue, je vous dirais, et vous allez m'expliquer ça, des différentes sortes de diabète qu'on a vu, mettons type 1, type 2, bon, dysfonction du pancréas, que ce soit suite à une infection virale et une réponse auto-immunitaire, ou un vieux pancréas qui est juste fatigué parce qu'on l'a trop utilisé, peu importe. Moi, je dis que de toutes ces causes-là, la plus grave pour le traitement, c'est celle qui résiste à l'insuline, avec des récepteurs mutés qui ne reconnaissent pas l'hormone. Pourquoi, pour moi, je vous dis que c'est la plus sévère? Qu'est-ce que vous m'expliqueriez? Bien, que ce soit le type 1 ou le type 2, le récepteur fonctionne. Donc, si ton pancréas ne fait pas d'insuline, c'est pas grave, parce que si tu... Ben, c'est pas grave. Ça peut être grave, ça amène des problèmes médicaux, tout ça, mais en fait, tant que tu t'injectes de l'insuline artificiellement, ben, ça imite un peu l'effet d'un pancréas naturel, puis j'active le récepteur, puis là, la cellule va se comporter comme si elle avait de la vraie insuline. Mais dans le cas où c'est des cellules résistantes et que le récepteur ne fonctionne plus, quand même bien que je t'injecte 3 tonnes d'insuline, l'insuline n'est pas fonctionnelle. Et là, ça revient à la capsule dernière, où je vous disais, le lien spécifique entre le récepteur et l'hormone est important. L'hormone, c'est un messager. Donc, quand même bien que tu as plein d'insuline dans le corps, dans le sang, de façon naturelle ou par injection, si le récepteur ne fonctionne pas, ben, il n'y aura pas de glycogénèse puis de fabrication de réserve et tout ça. L'insuline ne peut pas fonctionner parce qu'elle ne reconnaît pas le récepteur. Et on n'a pas de moyens à l'heure actuelle. Ça prendrait en théorie des manipulations génétiques pour aller trafiquer les gènes qui codent ces récepteurs-là puis les remettre sous une forme normale, ce qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est la science-fiction. Alors, comment on guérit ça? Bien, si l'insuline ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Au meilleur de mes connaissances, là, il y a 2 façons. C'est des diètes draconiennes avec 0 glucose. Là, tu ne peux pas tricher puis shooter de l'insuline. Fait que c'est 0 glucose, vraiment, parce que sinon, c'est dangereux. Et l'autre, c'est qu'il y a des médicaments qui favorisent l'absorption de glucose dans les cellules et tout ça, avec, plus ou moins efficace, là, dépendamment du médicament, mais on joue un petit peu sur ce niveau-là. Donc, un petit peu l'absorption du glucose. Il y a peut-être d'autres méthodes récentes que je ne connais pas, mais en gros, c'était ça un peu le problème. Donc, c'est pour vous faire réfléchir. Maintenant, cette forme-là, même si c'est connu depuis longtemps, on n'en parle jamais dans vos cours, jamais dans les livres. Donc, moi, je considère que c'est la culture personnelle. En soins, ils vous en prendront probablement pas. Puis quand vous allez travailler, ou vous avez des gens autour de vous qui ont le diabète, généralement, c'est toujours les formes classiques qu'on va diagnostiquer. Donc, dans 99% des cas, ça va être le type 1, type 2 de la façon que je les ai expliqués. Donc, c'est ça qui est important pour l'examen. Alors, ça veut dire que tu es capable de m'expliquer à peu près ce qui est écrit en bleu et en rouge ici, ça va. Le dernier point, c'était vraiment pour vous faire réfléchir, puis je trouvais ça important que vous connaissiez un peu plus que ce qu'on vous enseigne, mais je ne poserai pas de questions d'examen là-dessus, évidemment. Donc, on se concentre sur les différences en bleu et en rouge que j'ai expliquées tantôt, et ça va. Maintenant, on va entrer plus dans les symptômes du diabète. Un petit peu comme j'ai fait avec l'hypoglycémie, on va faire le même exercice avec le diabète. Donc, il y a au moins 4 symptômes que je vais vous parler.
On va vous en parler beaucoup dans votre deck parce qu'on considère que le diabète, c'est un modèle qui revient beaucoup puis c'est très fréquent. Donc, c'est d'être capable d'associer ces symptômes-là à la maladie du diabète. Et moi, je vais plus loin que ça. Je veux que vous m'expliquiez, un peu comme j'ai fait avec l'hypoglycémie, pourquoi j'ai ces symptômes-là. Qu'est-ce qui se passe biologiquement? Et avec les concepts qu'on a vus d'osmose et tout ce qu'on a étudié pendant la session, vous allez être capable de m'expliquer ça ou l'expliquer à un patient ou à un membre de votre famille. Okay? C'est pas juste pour mon examen, en fait. Là, c'est que vous soyez capable d'être fonctionnel à ce niveau-là. Donc, ce dessin-là, il n'est vraiment pas important. Je ne veux pas que tu l'étudies. C'est juste pour te montrer un petit peu la différence entre une personne en santé diabétique en termes d'urine. Donc, ce qu'on vous dit, le seuil rénal, en fait, les reins, là, parce que vous ne connaissez pas les reins, c'est du bio2, là, mais en gros, les reins, qu'est-ce qu'ils font? Et là, c'est vraiment simplifié, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en gros, mettons, qu'est-ce qui arrive? J'ai du sang qui arrive ici, on va filtrer, et ce qui ressort de l'autre bord, c'est du sang filtré. Okay? Donc, ce qui ressort des reins, et on retourne en circulation sanguine, et il y a des éléments qui vont être filtrés, qui vont passer dans l'urine. C'est à peu près ça la job des reins. Okay? Normalement, bon, des déchets toxiques, des éléments de mer, on envoie ça dans l'urine, il y a de l'eau qui s'en va dans l'urine, le reste de l'eau, le reste des éléments ressort par le rein. Donc, c'est un filtreur. En termes de glucose, parce que c'est le sujet du cours aujourd'hui, chez une personne en santé, le glucose passe tout droit, il ne devrait pas se ramasser dans l'urine et va ressortir ici trop précieux, puis on le récupère pour faire des réserves, par exemple, s'il y en a trop. Chez le diabétique, il y a une petite erreur qui se fait. Oui, il y a du glucose qui reste ici, puis il va être une hyperglycémie, mais il y en a tellement de glucose qu'à un moment donné, il y en a une partie qui va se retrouver dans l'urine. Donc, c'est ça que le dessin vous montre. Glucose dans l'urine, c'est que le seuil rénal, c'est la capacité du rein, justement, à récupérer le glucose, si vous voulez. Et si il y a une capacité pas illimitée, une certaine efficacité. Donc, si la concentration du sucre dépasse, exemple, le chiffre hyperacnémique est 200, là, le rein n'arrive pas à faire le travail. Et le surplus se ramasse dans l'urine. Donc, la façon de visualiser ça, imaginez-vous qu'il y a des transporteurs, et chaque transporteur du rein peut récupérer une molécule de glucose. Donc, le rein, exemple, s'il y a 20 transporteurs, il récupère 20 molécules de glucose. OK? Donc, ça va. Maintenant, je fais des transporteurs ici. OK? Maintenant, j'ai 2 molécules de glucose. Ben, les transporteurs du rein vont récupérer un glucose, 2 glucoses, puis on retourne ça vers le sang. Et le reste s'en va dans l'urine comme ça ici. Si j'ai 5 glucoses, pas de trouble, j'ai 5 transporteurs, donc ça va. 5 transporteurs ont attaché leurs 5 glucoses, on renvoie ça dans le sang, il n'y en a pas dans l'urine. Mais le diabétique, comme on a vu tantôt, il est en hyperglycémie, il ne fait pas d'insuline s'il n'est pas contrôlé. Donc, qu'est-ce qui arrive avec l'excédent de glucose si mes transporteurs sont pleins? Ben, je ne peux pas les récupérer dans le sang, donc ils passent tout droit et ils se ramassent dans l'urine. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de glucose dans l'urine ici. Et la capacité du rein, le chiffre c'est pour vous aider, mais apprenez pas ça par cœur, c'est 200. Fait que si ma concentration dépasse le 200, ben, mettons, je suis à 250, je ne suis pas capable de le récupérer. Fait que ça passe tout droit, je m'en vais dans l'urine. Tant que je suis en bas de 200, le rein va arriver à le récupérer. Donc, une personne en santé qui fait de l'insuline, exemple, tu manges une tarte au sucre, tu montes ça à 800, c'est pas grave. Tu fais de l'insuline, tu vas redescendre ça à 150, tu es correct. Mais si tu n'as pas d'insuline, tu restes à 800, ben, l'excédent se ramasse dans l'urine. Donc, ça, c'est un des symptômes. Okay? Donc, du glucose, l'excédent de glucose qui n'est pas capable d'être récupéré par les reins et va se ramasser dans l'urine. Cette figure-là que j'aime pas beaucoup, je trouve qu'elle est compliquée pour les étudiants qui font des flèches un peu partout, puis ça a l'air bien compliqué, mais en fait, c'est simple. En tout cas, la façon que je vais le faire, c'est un petit peu plus simple. 4 symptômes à expliquer. Polyphagie, glycosurie, polyurie, polydipsie. Ça, c'est 4 symptômes clés du diabète. Donc, je vais le faire au tableau blanc, et si vous êtes capable de m'expliquer au même niveau que moi, ben, on est correct. La polyphagie, on va les définir pour commencer, parce que peut-être que c'est pas clair. Phagie, phago, ça veut dire manger. Poly, beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours faim, qui mange beaucoup. Donc, il a toujours faim, mange beaucoup. Glycosurie, je viens de la faire en fait à l'autre diapo. Glyco, glucose, surie, urine. Émis, ça veut dire sang, urée, urine. Donc, présence anormale de glucose dans l'urine. C'est un terme que vous allez voir beaucoup. Hein? Ça, la glycémie, glycosurie, je veux que c'est du par cœur. Au dossier médical, c'est très, très fréquent. Donc, c'est des mots que vous devez vous familiariser. Urie, j'ai dit que ça veut dire urine. Poly, beaucoup. Donc, urine, beaucoup. Des gros volumes d'urine. Ça, c'est typique d'un diabétique non contrôlé. Polydipsie, il a très soif.
Et comme n'importe quelle maladie, hein, c'est un travail d'investigation, d'enquête un peu. Tu as un symptôme, ben, ça peut être ça, mais ça peut être beaucoup de choses. Fait qu'exemple, l'hyperglycémie n'est pas écrit ici, mais le diabétique est évidemment en hyperglycémie. Donc, tu prends le taux de sucre d'une personne, tu as une hyperglycémie. Tu ne peux pas conclure qu'il est diabétique. Il a peut-être mangé il y a 5 minutes, peut-être qu'il a pris du chocolat, peut-être qu'il a pris, mangé sucré, tout ça. Donc, il y a plein de causes à ça. Il peut avoir une infection, il peut être stressé, ça contribue à augmenter la glycémie. Il n'est pas nécessairement diabétique. Pour ça, prendre juste une lecture ponctuelle sur le doigt, puis tu as une hyperglycémie, ça n'a pas trop de valeur pour moi. Si tu en prends 3, donc avant le repas, un petit peu après, tu es en hyperglycémie, puis plus tard, après 1 heure, mettons, ou 45 minutes, puis là, ça baisse. Ça, c'est correct. Si ça reste élevé, là, c'est une autre idée. Mais l'hyperglycémie, il y a tellement de causes à ça que, bon, ça peut être un indicateur, mais pas suffisant. Par contre, si ton patient ou une personne près de toi, tu as une hyperglycémie, elle mange comme ça, pas de bon sens, toujours soif, toujours aux toilettes en train d'uriner, puis on fait un petit test, puis on se rend compte qu'il y a du glucose dans l'urine. Et moi, juste de bonne chance là, que c'est le diabète. Okay? Donc, la combinaison, pourquoi qu'un diabétique a ces symptômes-là? Ben, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que tu me les expliques. Donc, première des choses, la glycosurie, donc urine, du glucose dans l'urine, je l'ai fait l'explication avec le schéma tantôt, fait que je vais la répéter plus vite. Glucose dans l'urine, pourquoi? Ben, tout simplement parce que si tu es en hyperglycémie, il y a trop de sucre dans le sang. Quand le sang arrive dans les reins récupèrent une partie du glucose, retourne en circulation sanguine, mais le surplus de glucose, l'excédent, le rein n'arrive pas à le récupérer. Donc, ce qu'il ne pourra pas récupérer, s'en va dans l'urine. Tout simplement. Ça explique qu'il y a du glucose dans l'urine. Okay? C'est pas plus compliqué que ça. Tu as trop de sucre dans le sang. Si tu en as trop, tu as une hyperglycémie, ben le surplus se ramasse dans l'urine. C'est la même chose pour toi. Hein? Si tu manges beaucoup de chocolat, puis ton insuline n'a pas le temps d'être assez efficace, ça prend une demi-heure peut-être, ben si dans les 5 minutes qui suivent, après avoir mangé le chocolat, tu t'en vas à la salle de bain, puis on ferait une mesure de l'urine, tu verrais qu'il y a du glucose aussi dans ton urine. Parce que pendant ce moment-là, tu as une hyperglycémie. Vas-y, une demi-heure plus tard, pas de trouble, l'insuline a eu le temps de faire effet. Donc, aussitôt que tu as une hyperglycémie, les reins, à un moment donné, récupèrent pas tout le glucose. Il y a un excédent qu'on perd. Évidemment, le diabétique, lui, est toujours en hyperglycémie. Donc, évidemment, ça explique le surplus se ramasse dans l'urine. Maintenant, ça, c'est pour la glycosurie. Pourquoi j'ai de la polyurie? C'est relié les deux. Polyurie, c'est que tu urines beaucoup. Et là, vous allez m'expliquer ça avec le concept d'osmose. Souvenez-vous de l'osmose, l'eau se déplace vers le plus concentré. Je pose la question. Si j'arrive ici, mettons, je dessine un rein ici, et à l'intérieur du rein, j'ai des espèces de conduits comme ça. Je vous demande, si je suis en hyperglycémie, est-ce que vous pensez que le rein est très, très concentré ou pas concentré? Ben, si j'ai beaucoup de sucre, il est très concentré. Puis c'est, en bout de ligne, mettons, ce tubule-là, mettons, on va le faire comme ça ici, là. Mettons, ça, c'est les espèces de conduits qui vont amener à l'urine. Donc, ce qui est très riche ici en glucose, s'en va dans les urines, évidemment, mais comme c'est très concentré, l'eau qui est à l'extérieur, ici, dans le liquide interstitiel, elle va être attirée par l'intérieur ici, qui est riche en glucose. Mieux que ça, les vaisseaux sanguins, exemple, l'artère qui est ici, qui rentre dans les reins, elle est très riche en glucose aussi. Donc, l'eau est attirée par le plus concentré. L'eau à l'extérieur des vaisseaux va entrer, donc j'ai un plus grand volume de liquide ici. Plus d'eau qui rentre dans le rein, ben plus d'eau qui se ramasse dans l'urine. Donc, c'est simplement, que ce soit dans les vaisseaux sanguins ou dans les conduits à l'intérieur du rein, ça n'a pas d'importance. Comme je suis en hyperglycémie et que c'est très riche en glucose, c'est très concentré, l'eau va vers le plus concentré, donc entre dans les vaisseaux, entre dans les conduits du rein, et par osmose, on ajoute de l'eau comme ça dans les conduits, ça veut dire qu'on urine plus. Règne ton problème de concentration, règne ton problème de glycémie, ramène-moi ça à la normale, il n'y en a plus d'osmose, tu vas arrêter la production d'urine. Parce qu'évidemment, si tu bois des litres d'eau, puis des litres d'eau, ben, tes urines au fur et à mesure à cause du problème de concentration. Ce qui m'amène à la polydipsie. La polydipsie, soif intense. Qui m'explique ça? C'est facile, hein? Tout est relié. Si tu urines beaucoup, tu perds de l'eau, fait que tu as soif parce que tu as trop perdu d'eau. Donc, tu vas boire pour récupérer ton eau. Et le diabétique sévère, il va boire énormément
Parce que là, pour moi, c'est comme une chaudière percée. Il y a des trous dans le fond de ta chaudière. Tu remplis, j'ai plus d'eau. Je remplis, j'ai plus d'eau. Elle se vide au fur et à mesure que tu bois. Donc, c'est vraiment ça. Tu te vides par osmose. Tu as un petit problème technique parce que ta soif, en fait, vient de la perte d'eau. OK? Donc, ta perte d'eau, ta perte de liquide intense, plus que tu vas boire, parce que tu es assoiffé, mais tu ne règles pas ton problème d'osmose. Donc, plus que tu bois, plus que l'eau par osmose est attirée par l'intérieur des vaisseaux ou des conduits, donc tu urines plus. Tu urines plus, tu perds plus d'eau, tu as encore plus soif. Plus que tu bois, plus que tu perds de l'eau. Donc, la personne boit, mais elle va tout le temps aux toilettes. Puis là, tu dis, ben voyons, ça n'a pas de sens, tu bois, arrête de boire. Tu sais, il y a des parents ou des gens, des fois, qui ne comprennent pas que c'est le diabète, puis qui disent, ben là, arrête de boire, c'est pour ça que tu es toujours aux toilettes. Mais en fait, c'est pas ça le problème. La personne est vraiment assoiffée. C'est tellement concentré comme vaisseau en glucose que ça attire toujours l'eau par osmose. Donc, c'est toujours le même problème, hein? Le problème de hyperglycémie, trop de sucre, qui va se ramasser dans l'urine parce que je suis trop concentré puis le rein n'est pas capable de tout récupérer. Donc, je perds l'excédent des coups surés. Comme les vaisseaux et les conduits rénaux sont trop concentrés, par osmose, j'attire l'eau, ça augmente mon volume d'urine. Polyurie. Je perds de l'eau en fou, j'ai soif, fait que je bois, mais je ne règle pas mon problème parce que je suis toujours en hyperglycémie. Donc, ça s'explique bien maintenant. Puis le dernier, polyphagie. Pourquoi j'ai toujours faim? Là, c'est un petit peu différent. Vous savez, si vous vous souvenez des anciennes capsules dans le système nerveux, que le centre de la faim, c'est dans l'hypothalamus. L'hypothalamus, ce qu'il fait, c'est que lui, il va détecter la concentration de glucose pour savoir si tu as mangé ou pas. Donc, exemple, ici, j'ai des cellules de l'hypothalamus. Normalement, une personne en santé, avec l'insuline, le glucose quitte les vaisseaux sanguins et est absorbé dans les cellules de l'organisme, dont les cellules de l'hypothalamus. Puis là, il mesure ta glycémie. Tu es en hypoglycémie, tu manques de sucre parce que tu n'as pas assez mangé, on te donne la faim. Tu es en hyperglycémie, ben là, on va dire, tu as assez mangé, on te coupe la faim. Mais là, tu te dis, ouais, mais le diabétique, il est en hyperglycémie. Comment ça qu'il a faim tout le temps? Ben, comprenez bien une chose, tu es en hyperglycémie, mais ton cerveau considère que tu es en hypo. Pourquoi? Parce que ton glucose, même s'il y en a beaucoup ici, si tu n'as pas d'insuline, est-ce qu'il est capable de quitter les vaisseaux sanguins vers les cellules? La réponse est non. Donc oui, tu as beaucoup de glucose, mais il reste pris dans les vaisseaux sanguins ici. Fait que le glucose, il circule dans le sang, mais jamais il va être absorbé dans les cellules de l'hypothalamus. Fait qu'il passe tout droit. Fait que lui, là, ton hypothalamus, il n'a jamais accès au glucose. Fait que lui, il se dit, ben, tu es toujours en hypo. Tu es toujours à 0 de glucose. Toujours à 0. C'est pas vrai. Tu es peut-être à 15 de glucose, mais lui, tu es à 1, 2 parce que il passe tout droit. Donc, s'il passe tout droit comme ça, ben, tu as moins de glucose, évidemment, qui va être absorbé comme ça. Et ça explique la polyphagie. Donc, lui, le cerveau, il a l'impression que tu n'as jamais assez de glucose. Donc, il te donne faim. Là, tu manges. Tu augmentes ta glycémie. En augmentant ta glycémie, ça devrait régler le problème, mais ça ne le règle pas. Parce que même si je passe à 8, 10, 12, 15, 20, ça passe toujours tout droit. Tant que tu n'auras pas d'insuline pour faire déplacer par transport le glucose sanguin vers les cellules, lui, il n'aura jamais accès au glucose, fait qu'il pense que tu n'en as pas. Et c'est pour ça que, juste avec une injection d'insuline, tu règles tous tes problèmes. Là, la personne qui a toujours faim, toujours soif, puis toujours en hyperglycémie et tout, ben regarde, ton insuline, tu l'injectes, tu n'as plus de problème d'hyperglycémie, ton glucose devient normal. Donc là, ma concentration ici est normale, il n'y a plus d'osmose. Plus d'osmose, ben, premièrement, il n'y a plus d'eau qui va dans. Il n'y a plus de surplus d'eau qui va dans l'urine, donc j'ai plus de polyurie, j'ai plus d'hyperglycémie. J'ai plus soif parce que là, je n'urine pas tout le temps, donc mes pertes d'eau sont limitées. Puis là, j'ai pas toujours faim parce que le glucose est capable, grâce à l'insuline, de rentrer dans les cellules de l'hypothalamus. Donc là, il est capable de lire ta vraie glycémie. Okay? Donc là, il est capable de savoir si ta glycémie est normale ou non, puis de donner faim quand c'est le temps. Donc simplement, avec l'insuline, on vient tout rétablir, les concentrations, la présence de glucose dans l'urine, concentration de glucose et tout. Okay? Donc, regarde ça à tête reposée, chacun des symptômes, et si vous êtes capable de m'expliquer ça en une petite phrase dans vos mots, ou à peu près ce que je viens de dire. Donc, c'est sûr qu'un effort par cœur, vous devez savoir par cœur les 4 symptômes du diabète. Donc, si vous voyez ça, vous êtes capable de me dire que le gars est diabétique, mais aussi de m'expliquer un petit peu avec les concepts d'osmose, les concepts que je viens d'expliquer, pourquoi j'ai du glucose dans l'urine, pourquoi j'urine plus, pourquoi j'ai faim et tout ça. Et si ça c'est clair, bien évidemment, vous êtes correct pour cette partie de la matière.
Pour terminer la capsule, on va passer à l'autre hormone qui va être intéressante avec une autre glande, la glande pinéale, qui fait partie donc de l'hypothalamus. Donc toujours dans cette optique qu'on travaille dans cette capsule avec les hormones qui sont indépendantes du cerveau, de l'hypothalamus ou de l'hypophyse. Donc, dans ce cas-ci, on a vu beaucoup de pancréas avec ces deux principales hormones, glucagon et insuline. Maintenant, on va parler de l'hypothalamus avec une hormone qui s'appelle la mélatonine. Donc, ce qu'il faut concevoir dans le premier temps, c'est de comprendre que la mélatonine qui est produite par la glande pinéale ou par l'hypothalamus est complètement indépendante des structures comme l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, c'est ça de façon indépendante. Il y a souvent une confusion entre le terme glande pinéale et hypothalamus. Dans le cours, dans beaucoup de livres, c'est quasiment, ou par bien des profs, c'est pratiquement enseigné comme des synonymes. Ça ne sera pas une erreur dans mes examens. Vous me dites l'hypothalamus fait de la mélatonine, c'est pas faux en soi, c'est correct. Mais pour être tout à fait précis, l'hypothalamus, c'est une région de l'encéphale que vous avez déjà étudiée. Et bien que vous étudiez seulement la glande pinéale, vous pensez souvent qu'il y a juste ça dans l'hypothalamus, mais il y a d'autres structures qui ne sont pas à l'étude. Donc en fait, pour être concret, l'hypothalamus contient la glande pinéale et pourrait contenir d'autres structures qui ne sont pas à l'étude. Donc, techniquement parlant, c'est la glande pinéale qui fait partie de l'hypothalamus qui est responsable de la production de la mélatonine. La mélatonine, c'est donc une hormone qui est connue depuis longtemps pour une fonction principale. C'est l'hormone qui provoque l'endormissement, donc la somnolence ou l'endormissement. De façon naturelle, l'être humain est un animal diurne, donc génétiquement, on est programmé pour s'endormir quand il fait noir. Okay? Il y a des animaux nocturnes, c'est l'inverse. Donc, il y a des hormones qui provoquent l'endormissement quand il fait clair. Mais de façon naturelle, notre tendance génétique fait que aussitôt qu'il commence à faire plus sombre, moins de clarté et tout, ben, l'hypothalamus, plus particulièrement la glande pinéale, va commencer à produire de la mélatonine. Et la mélatonine a plusieurs effets biologiques qui ne sont pas à l'étude, mais qui, en bout de ligne, va contribuer à vous endormir. Là, il faut faire attention. Souvent, on pense que juste la mélatonine qui fait que vous dormez ou pas. Bien sûr que non, c'est multifactoriel. Il y a plein d'autres choses au niveau hormonal et nerveux. Donc, qui vont pouvoir produire l'endormissement. Donc, il y a des neurotransmetteurs qu'on va produire au niveau du système nerveux ou non, justement, qui va contribuer au phénomène de l'endormissement. Mais ça, c'est vraiment comme la fonction principale qu'on connaît depuis assez longtemps. Et il faut faire attention parce qu'il y a d'autres fonctions qu'on découvre année après année. Donc, la mélatonine, en fait, semble être impliquée dans plein d'autres choses qui sont plus ou moins claires quand on lit la littérature scientifique. Donc, des fois, il y a un peu des contradictions, des controverses. Il y a des choses qui semblent être vraies, mais qu'il va falloir attendre un petit peu pour avoir des clarifications. Mais il y a plusieurs chercheurs qui pensent qu'en plus de l'endormissement, la mélatonine pourrait participer à la maturation sexuelle, donc particulièrement chez les adolescents et les adolescentes. Donc, il y a beaucoup d'études chez les adolescentes qui montraient que des hauts taux de mélatonine favorisaient le développement des caractères sexuels secondaires. Quelques scientifiques ont démontré aussi peut-être des rôles plus ou moins clairs au niveau de la mélatonine et du système de défense. Il y en a d'autres qui ont trouvé qu'il y avait peut-être des propriétés antioxydantes, donc anticancéreuses. On pouvait en fait neutraliser des molécules oxydantes au sein de l'organisme. C'est possible, c'est pas faux, c'est des choses qui semblent être exactes. Ceci étant dit, ce qui est bien connu, c'est surtout la première fonction, donc c'est celle-là qui est la plus importante à retenir. Mais je dois quand même vous ouvrir l'esprit au fait que malgré ce qu'on peut lire dans les livres, parce que votre manuel va beaucoup focusser sur le rôle de l'endormissement avec la mélatonine, c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on peut bien imaginer. Donc, on pourrait penser que la mélatonine pourrait avoir beaucoup d'autres rôles, en fait. Maintenant, une petite parenthèse culturelle. Pour votre éducation, mais qui n'est pas matière au cours, j'entends de plus en plus des gens qui vont acheter de la mélatonine parce qu'ils ont des problèmes d'insomnie. Et ça touche particulièrement mes futurs étudiants en soins infirmiers. En fait, mes étudiants en soins infirmiers qui vont éventuellement travailler. Donc, il faut faire attention parce que présentement, la mélatonine artificielle se vend en vente libre, sans prescription, dans les pharmacies. Et souvent, j'entends des gens qui vont travailler de nuit. On va se dire les vraies choses. Quand vous allez travailler, je vous souhaite un excellent poste, mais quand on est au bas de l'échelle, puis on commence, souvent on a les tâches un peu plus compliquées. Et les chiffres de nuit, ça risque de vous arriver, surtout en début de carrière.
Donc là, vous avez des problèmes d'insomnie, vous dormez mal et tout. Et là, il faut faire attention parce que ça, c'est un peu un piège. Si vous avez un défaut de production en termes de mélatonine et que vous achetez de la mélatonine en vente libre, artificielle, oui, ça peut régler votre problème. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des causes d'insomnie qui ne sont pas reliées à la mélatonine, que vos taux de mélatonine sont très, très bons. Et c'est d'autres causes neurologiques, émotives, parfois de stress, de tension. Ça peut être plein de choses différentes qui fait qu'on a de l'insomnie. Et là, ça peut amener des problèmes si on prend la mélatonine inutilement. Première des choses, si vous commencez un chiffre de nuit, il faut que vous laissez votre corps... faut vous laisser assez de temps pour que ça s'adapte. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est difficile, mais à un moment donné, je vous disais tantôt, de façon naturelle, on produit la mélatonine quand il fait noir, mais quand ça fait 10 ans ou 15 ans que vous travaillez de nuit, ce qu'on s'est rendu compte, certains articles scientifiques le montrent très bien, l'inversion de la mélatonine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps s'est adapté et a appris que dans votre situation de vie, qu'il faut produire la mélatonine quand il fait clair. Donc, vous arrivez à dormir quand il fait clair. Donc, ça, il faut laisser une certaine période d'adaptation, évidemment. L'autre chose, imaginez-vous une personne qui a des problèmes d'insomnie, mais que la mélatonine est OK. Et ça, c'est le piège parfait pour les compagnies qui produisent la mélatonine parce qu'ils vont faire beaucoup d'argent avec ça. Regardez bien l'astuce. Votre mélatonine est bonne, mais vous pensez que c'est la cause. Donc, vous avez de la difficulté à dormir, vous achetez de la mélatonine artificielle. Si vous augmentez vos taux de mélatonine artificielle sous forme de pilule, vous n'aviez déjà, mais là, vous en avez 300%. Au lieu d'avoir 100%, vous en avez 300%, vous en prenez un surplus. Qu'est-ce qui va faire votre glande pinéale? Est-ce qu'on va continuer à en produire ou on va arrêter? C'est toujours le concept de la rétroinhibition. Tant que vous en prenez en capsule, ben là, ta glande pinéale arrête. N'en produit plus. Donc là, on arrête de produire la mélatonine parce que tu en prends trop au point de vue artificiel alors que tu n'en as pas de besoin. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le jour où tu dis, ben là, à un moment donné, ça suffit, médicament, t'arrêtes. Là, tu vas avoir des problèmes d'insomnie dus à un manque de mélatonine, mais c'est toi qui as créé ton propre problème. Donc là, tu vas aller racheter de la mélatonine, puis cette fois, tu vas dire, ben oui, ça règle mon problème, là, je dors mieux. Il y a comme une espèce de dépendance qui peut s'installer. Alors que c'était complètement inutile au début. Je dis pas de ne pas l'acheter ou de l'acheter, je dis juste de ne pas y aller comme j'achetais des pansements, là. De réfléchir un petit peu et de comprendre que c'est pas le secret de tout. Moi, j'entends souvent mes étudiants qui me disent ça. J'étais insomniaque, c'est donc un trouble de mélatonine. Peut-être que oui, peut-être que non. Si c'est un trouble de mélatonine, bon, c'est peut-être souhaitable d'en acheter puis pour vous aider. Puis si c'est pas un trouble de mélatonine, ben, allez pas en acheter pour rien. Donc, c'est un peu ça le concept, parce que là, on voit que biologiquement, vous allez peut-être vous créer un problème de mélatonine en bout de ligne. Okay? Donc, ça me permettait d'ouvrir une petite parenthèse, parce que ça touche beaucoup de gens qui, surtout en soins, qui travaillent de nuit, souvent les autres travailleurs de nuit. Et surtout, ça me permet de réviser le concept de rétroinhibition. Donc, souvent, ils ne pensent pas, mais quand on prend des médicaments qui émettent l'effet d'une hormone ou d'une substance biologique ou peu importe, bien, si vous n'en avez pas, c'est correct, mais si vous en avez, votre corps, très souvent, va répondre en bloquant la production. C'est souvent une rétroinhibition. J'ai trop d'hormones, j'arrête d'en produire, je n'ai pas assez, j'en produis. Normalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Sur cette petite parenthèse culturelle qui n'est évidemment pas matière à examen, tout ce que vous avez étudié pour l'examen, c'est vraiment le pancréas avec ses hormones respectives, les boucles, comme on a vu, et les symptômes associés au diabète ou à l'hypoglycémie, et la glande pinéale avec la mélatonine qui provoque l'endormissement, mais il n'y a pas grand-chose. Vous voyez que c'est tout simple en fait. Et de vous souvenir que ce soit pour le pancréas ou la glande pinéale, on est indépendant de l'hypothalamus. Donc, si vous êtes à l'aise avec tout ça éventuellement, ben vous êtes parfait pour l'examen. Sur ce, je vous souhaite une très bonne étude et comme toujours, vous communiquez avec moi sans problème si vous avez des questions et on se revoit dans la prochaine capsule.